529-9026 ou en visitant nos locaux. Pour 20 $, c'est une super offre, ça. Merci à nos partenaires, le Festival de cinéma de la Ville de Québec, le Festif de Baie-Saint-Paul, le Festival d'été de Québec et l'Intermarché Saint-Roch. Mai, c'est le mois du commerce équitable et on le célèbre ici à Québec. Du 1er au 31 mai, familiarisez-vous avec la consommation responsable et l'achat de produits issus du commerce équitable à travers une foule d'activités proposées tout au long du mois. Pour la programmation complète et plus d'informations, visitez le www.commerceéquitableqc.org. Classique est ce qui perdure au-delà de l'éphémère et des modes. Ce qui est reconnu et apprécié par la plupart. Sonate, au clair de lune, Carmen, Boléro, Gymnopédie, Variation Goldberg, pour ne nommer que celle-là. C'est à un tel palmarès que Classique vous convie les mercredis de 11h à 13h à CKIA 88.3 FM. C'est un rendez-vous. Vous êtes à l'écoute de l'émission Voix autochtone pour la prochaine heure sur les ondes de CKIA 88,3 et CFRT 107.3. Marlène Bordelot en votre compagnie. Ce soir, on va aborder deux sujets qui ont quand même un certain lien l'un avec l'autre. C'est on va parler du colonialisme, ça, c'est certain. Tout d'abord, on va s'entretenir avec Mira Fréchette, qui est une travailleuse sociale, qui va nous parler de violence latérale. C'est un sujet qui a pris une place qu'il n'avait jamais pris dans les médias, car l'avocate Fanny Wild, qui est originaire de Picogan, a publié un texte dans lequel elle parle de cette violence-là qui a beaucoup de conséquences dans les communautés. Donc, on va s'entretenir avec Mira à ce sujet. Et en deuxième partie de l'émission, on va jaser avec Éric Pouliot-Teasdale, qui est historien et archiviste. Et il va nous entretenir du 375e de Montréal. Il va nous faire un petit édito là-dessus, un édito à la sauce historique qui lui est propre. Donc, on va commencer l'émission en musique avec une chanson de Shawit Aster qui laisse présager des bien belles choses pour son album qui s'en vient. J'imagine que ça va être lancé à l'automne. Il y a un clip qui accompagne ça d'ailleurs. Ça a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. La chanson s'appelle Chinanantuasim. Chinanantuasim, en tout cas. J'ai de la misère avec la prononciation, mais ça veut dire c'est toi, mon enfant. Et donc, un très beau clip qui a été tourné à Montréal, une belle ambiance qui accompagne bien la chanson. C'est du Shawit plus folk que ce dont on est habitué, mais ça fait quand même toujours du bien. Donc, pour vous, sur les ondes de CKIA 88.3, Shawit Chinanantuasim. Chinanantuasim, Chineshkewasiwin, Duatudajishin, Widmumatanetin. Nina nigadenden, we put wash the thing. She wants by the turn. Chichino man when you win. Chiguanish bunny burn. Chichi mush the nigaden man. Bam and renden we them win. Chiguani man and me win. Nina mush the section. Chinuchi unitan. Man ban gadenden. Nutsenden ikaw tayan, besi shetain. Nutsenden ikaw kimitan,
Gewoon man mischte mit dat man. Ik hou het warm dan. Nemen dojin. Chin doasin. Gewoon chiguani aguiguin. Gewoon chiguanche bushkaguin. Chin ik am en wade jishin. Ik ga shoek is betem jishin. Naswin is benige bunchiguan. Chichite bushkate chete. Cham taweto chemendo. Was den man uchigamine. Schmischte bugutan. Is tot chiguan ne tot men. When you should why the dam. Chlo is chmeshkinam. Ik kan taiden da. Men wade gwin. Schmischte schene me go. Nutzen den ik auch da jan. Bis ich het dein. Nutzen den ik auch gemita. De one man mischte mit dat man. Ik hou het warm dan. Hemmen dojin. Chindoasin. De one chigwani aguiguin. De one chigwanche bushkaguin. Chin ik am en wade jishin. Ik ga shoek is betem jishin. Nasrin is benige bunchigwan. Chite bushkate chetein. Cham taweto chemendo. Was den man uchigamine. Je mischte bugutan. Dus wat je kwam niet doet men. En wanneer je het waar hele tijd. Je know is je meshkinam. Ik kan tijden daar. Om de waarde queen. Je mischte schweren me goed. Mensen en ik hou daar ja. Is je shit een. Mensen en ik hou geen niet daar. De one man mischte met dat man. Ik hou het warm dan. Hemmen dojin. Chindoasin. Chindoasin. Et c'était Shawit avec sa nouveauté Chinen Toisim, c'est toi mon enfant. Et cet extrait-là est disponible, il a été distribué dans les radios un peu partout. Gênez-vous pas pour demander la chanson, vous demandez la nouveauté de Shawit. Ici à CKIA, on l'a reçu, c'est en rotation aussi. Et puis, c'est ça, gênez-vous pas, hein, 88 529 9026, dites « Je veux entendre la toune à Shawit » et puis on va on va vous la jouer. Donc, sur une note plus sérieuse, hein, en introduction, on a parlé de la lettre qui a été une lettre très personnelle qui a été écrite par Fanny Wilde, un très beau texte sur la violence latérale, ce qui nous a amené à en jaser avec Mira Fréchette, qui est travailleuse sociale. Quoi, Mira, comment ça va? Quoi, Marlou, ça va bien, merci, oui. En fait, ce texte-là, c'est vraiment un texte puissant. Si vous pouvez aller le lire, il est disponible sur le site de Radio-Canada. C'est écrit, lettre ouverte, la violence latérale autochtone, selon l'avocate Fanny Wilde. C'est pas la première fois que Fanny Wilde vient vraiment me toucher au cœur. Elle a déjà témoigné là dans des émissions sur le réseau APTN, le réseau de télévision autochtone canadien, sur à quel point, par exemple, les études, le milieu scolaire lui avait carrément sauvé la vie, avait été un exutoire là, dans sa vie là, par rapport à une enfance difficile. Je ne mettrai pas tous les détails, mais c'est vraiment une femme qui est résiliente, qui a une bonne compréhension de ces phénomènes-là qui sont vécus dans les communautés. Oui, je pense qu'elle a une capacité d'analyse là qui est d'extrapoler, de pas juste voir sa situation à elle ou la situation de sa communauté, mais de voir sur un plan plus large, hein? Oui, comme un phénomène global qui court dans les communautés. Elle a grandi à Picogan, ça se
situe en Abitibi, c'est près d'Amos. Et moi, c'est ça, j'ai eu la chance de travailler en Abitibi pendant 8 ans auprès de ces communautés-là. Là, plus précisément, moi, j'étais à Val-d'Or, mais j'ai collaboré aussi avec des différentes communautés. Sur des programmes d'abus sexuels. Aussi, on travaillait dans de l'outreach. Je m'excuse si vous entendez crier, j'ai des fanfans. Et ils ont décidé de commencer à crier pendant l'émission. Ah, écoute, ça arrive. Ça arrive même sur les, tu sais, sur les plus grands réseaux. Hein, il y a un chroniqueur qui a fait un hit avec sa vidéo de ses enfants qui. Mais je ne suis pas un diplomate coréen ou un analyste politique. Je ne suis pas aussi importante que ça. Mais en fait, pourquoi on en discute? Bon, c'est juste j'étais disponible aujourd'hui pour ça. Ça aurait été vraiment agréable d'avoir un petit peu le feedback de Fanny White sur son post. Ça a commencé par un post sur Facebook. Ensuite, ça s'est transformé par une lettre ouverte sur Radio-Canada. Ils ont vraiment gardé l'intégralité du texte. Je vais vous résumer un petit peu, là, c'est que elle est arrivée dans sa communauté en se disant, enfin, là, avec un diplôme en droit comme avocate, je vais la citer, j'ai vécu un réel choc de subir tout ce que j'ai subi au travail sur une base quotidienne. Presque aucun mandat ne m'était confié et à la fin, certaines des personnes, des membres de conseil ne m'adressaient même plus la parole ou tentaient de me faire congédier pour des raisons injustifiées. Ça, c'était vraiment un phénomène qu'on entend beaucoup à mot couvert dans les communautés. On n'entend même pas nécessairement ça dans les colloques. Personne n'ose en parler. Elle a vraiment soulevé quelque chose de très important qui vraiment mine l'esprit communautaire, mine tous les efforts de guérison communautaire, de guérison individuelle aussi. Et c'est associé au colonialisme. En fait, c'est que le colonialisme a instauré un système de contrôle et de répression. Et là, même si le colonisateur est sorti, on s'entend entre guillemets parce qu'il n'est pas tout à fait sorti. Non. Dans le système, dans les différents systèmes et organisations, ce système de pression-là se perpétue entre autochtones. Même si certains dirigeants, certains directeurs, ou ça peut aussi pas nécessairement se faire dans un cadre hiérarchique. Au niveau peut-être moins du travail, ça se manifeste beaucoup en commérage, en jalousie et dans ma pratique, j'ai vu on sait, là, le commérage à créer, ça peut mener jusqu'au suicide, là. Ah oui, tout à fait. Donc, ou carrément l'exclusion sociale, en disant, moi, je vais carrément pour survivre, je vais me désaffilier de ma communauté, je vais aller vivre en ville, je m'identifierai plus, je participerai plus aux activités communautaires culturelles. Donc, il y a vraiment une perte culturelle énorme qui se fait à cause de ça, mais aussi dans le cadre de ce texte-là, c'était parce que il y a une enquête, l'enquête nationale là, qui est partie le 29 mai dernier. Oui. C'était la première journée. Il y a des critiques par rapport à cette enquête-là. Oui. Elle n'a pas commencé encore. Elle se fait déjà critiquer. Moi, j'ai même pas lu ces critiques-là, en fait. Mais on sentait beaucoup d'impatience aussi de la part des gens qui ont hâte que... Puis, quand tu as des proches qui sont disparus, tu veux pas que ça niaise, mais tu sais, un processus d'enquête nationale, c'est long, c'est un processus qui peut être lourd. Je veux même pas dire qu'est-ce qui a été reproché. En fait, moi, j'essaie de pas trop lire ça pour pas embarquer là-dedans, mais il y a des choses qui sont justifiées.
justifier là-dedans. C'est juste la manière dont ces choses-là ont été apportées que Fanny Wilde critique. Puis aussi, avant même d'avoir commencé, les critiques sont importantes. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est que là, il faut commencer à se regarder, là. Elle dit les critiques viennent d'Autochtones contre d'autres Autochtones. Des commentaires constructifs, des suggestions, des recommandations, oui, mais de la condescendance, des propos déplacés et des attaques personnelles, non. On le voit aussi, et là, elle entre vraiment dans le nœud du problème. Je pense que c'est vraiment dans le cœur de la tempête. Pourquoi même au sein des communautés, parfois on se sent pas en sécurité, mais c'est aussi tout le tissu social qui fait que c'est la réussite sociale d'un individu est pas favorisée. Est pas favorisée sur la base de ses compétences, encore moins quand la personne a, par exemple, a été chercher les études à l'extérieur. On va avoir tendance à la caler un peu. Ouais. Et là, elle dit obtenir un emploi parce que quelqu'un de ta famille siège au conseil de bande ou l'inverse, perdre son emploi parce que quelqu'un au conseil de bande ne t'aime pas. Ça, moi, j'ai vu vraiment ça souvent. En plus que 15 ans de pratique, là, c'est quelque chose qui est assez généralisé dans plusieurs communautés au Québec autochtones. Perdre son emploi parce que quelqu'un ne t'aime pas au conseil, avoir du succès et être l'objet de critiques et de reproches, ça aussi, j'ai vu ça. Donc, des gens, par exemple, moi, j'ai déjà reçu comme conseil, fais attention, montre-toi pas trop, montre-en pas trop. Oui, des gens qui sont carrément critiqués, descendus suite à une réussite. Donc, c'est un petit peu il y a un dilemme, là, être ou ne pas être. Là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça vient vraiment s'inscrire dans le terme idle no more, là, au niveau de l'apathie. Ben, ça contribue tellement au niveau de l'apathie parce que qu'est-ce que tu veux faire si tu fais quelque chose, tu es critiqué dans ta communauté. Et si tu ne le fais pas, tu es critiqué aussi dans ta communauté. Donc, ça peu importe. Très aliénant, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui. Et elle termine aussi en parlant des élections. Les élections dans certaines communautés sont aux 2 ans. Donc, ça crée beaucoup de guerres de clans, encore là, le commérage, les luttes de pouvoir, tout ça. Et c'est dans un système qui n'est pas du tout adapté aux communautés. Un système colonialiste. Donc, c'est ça. Et elle est très, très sage et très, très... mon Dieu, c'est décourageant de constater ça, mais en même temps, elle a crevé l'abcès en écrivant ce texte-là qui est très bien écrit, très bien décrit. Moi, je l'ai partagé sur Facebook, j'ai vu beaucoup de partages sur Facebook et les gens commentent soit en privé, parce qu'ils ont peur encore d'en parler en privé. Tu sais, ça démontre l'existence du phénomène. Tu sais, tu veux même pas commenter sur un texte qui dénonce le phénomène. C'est quelque chose, hein? C'est ça. Moi, comme par exemple sur ma page Facebook, il y en a qui ont dit merci, enfin, je comprends pourquoi je me sens comme ça dans ma communauté. Elle met enfin des mots sur les mots. Il y en a aussi qui m'ont écrit en privé et j'ose même pas imaginer elle comment qu'elle a de réponse suite à ça. Ça serait vraiment intéressant quand elle va être moins dans le jus. Moi, je présume que tu sais, on a essayé on a essayé d'entrer en contact avec, mais on n'a pas eu de réponse. On va y laisser le temps. C'est ça. Parce que elle termine quand même avec une note d'espoir. Elle dit, mais regarde, on doit se soutenir et s'aider et travailler ensemble. Pas l'un contre l'autre, mais vraiment comme nos ancêtres là, avant le contact de l'homme blanc. C'est comme ça qu'elle explique. Elle dit que la violence latérale enlève à nos peuples. Ce que ça enlève, c'est l'unité. C'est
cet ingrédient tellement puissant et important qui nous permet de faire front commun contre l'adversité et de changer le cours de notre histoire. Et c'est pourquoi, des fois, au niveau politique et organisationnel, c'est difficile de faire avancer des choses. Il y a des gens qui n'osent pas aller au front de peur d'être critiqués, des gens qui vont aller au front, mais sont critiqués. Quand on est critiqué, regardez, on fait plus d'erreurs aussi. Et souvent, l'être humain est tel qu'il est. Imaginez dans une communauté quelqu'un qui s'est fait descendre. Il y a de la haine, il y a de la rancœur qui part avec ça, et ça peut se transmettre sur plusieurs générations. Moi, j'ai déjà vu des rancunes de plusieurs générations. Le petit-fils payé pour quelque chose que des vendettas, des vendettas à l'italienne. Oui, ben ça se passe quand même de façon plus au niveau de la violence psychologique, je pourrais vous dire là. Ça brise beaucoup d'opportunités de créer des liens, beaucoup d'opportunités d'emploi qui sont perdues, ou que les gens qui n'auront jamais d'emploi. Moi, je me suis déjà fait dire par des gens qui avaient des diplômes, ça, j'applique. Jamais j'ai été appelée à une entrevue, et c'est des non-autochtones qui ont été engagés. Ça, c'est vraiment, je pourrais dire là, ce qui est le plus flagrant là, comment on peut exclure un membre d'une communauté simplement parce que t'es tel nom, t'es telle famille, ou t'as fait ça là 15 ans, ou des choses comme ça, ou par jalousie, par vengeance. Donc ça devient très très difficile pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est nouveau, ça devient très difficile de partager le noir du blanc. Il y a beaucoup de zones grises. À un moment donné, tout le monde a quelque chose à se reprocher là-dedans. Donc, c'est vraiment un travail collectif à faire, un travail de réflexion et d'humilité là, que Fanny Wild appelle à faire dans les communautés. En tout cas, Mira, en conclusion, si on pouvait définir en quelques mots violence latérale pour que les gens, toi puis moi, puis puis d'autres, on s'en est parlé souvent, mais pour ceux qui sont pas familiers avec ça, comment tu le définirais en quelques mots? Oui, en fait, la violence latérale, telle qu'elle est exprimée, elle est beaucoup exprimée par rapport au milieu de travail, parce que c'est là où il y a vraiment une occasion de faire progresser la communauté. C'est dans le milieu de travail des organismes des communautés. Donc, c'est sûr que la violence latérale, elle va se manifester ailleurs, mais elle est vraiment plus flagrante dans les milieux de travail. Par exemple, ça peut être l'exclusion de quelqu'un suite à une élection ou à la nomination d'un nouveau supérieur qui n'est pas dans le même clan. Madame Wild, elle parle de tablettage. Par exemple, engager quelqu'un, mais ne rien lui donner à faire. Donc, au niveau de l'estime, au niveau de l'utilité, le message est clair, c'est soit on ne te fait pas confiance, ou soit on te donne un salaire, mais tu te tais. Alors, c'est très aliénant, parce qu'en même temps, c'est ça, souvent la personne va tenter d'être très, très gentille ou d'en faire beaucoup plus, et ça a un effet pervers. Si la personne en fait beaucoup plus, elle attire l'attention, donc la jalousie, et là, le cycle se referme sur elle. L'étau se referme sur cette personne-là, parce que, il peut avoir beaucoup, beaucoup de compétition, et il y a aussi le fait, ça a été nommé, pas dans cette lettre-là, mais aussi au niveau des fraudes, au niveau du crime organisé, s'il y a des choses à cacher, on va le cacher aux gens qui sont compétents, qui ont un code d'éthique ou qui ont appris des choses à l'extérieur sur les manières de faire. Donc, c'est vraiment très, très délicat. Ça peut être ne pas adresser la parole à quelqu'un quand elle rentre au conseil de bande ou dans un autre organisme, l'isoler, par exemple, le mettre dans un autre bureau, dans un autre édifice, ça c'est quelque chose qui est fréquent. Et c'est ça, mettre des pressions pour que la personne démissionne, ou des fois carrément se reprocher des choses qui n'ont pas vraiment rapport.
c'est vraiment dans les termes, ce que vous pouvez voir aussi, Fanny Wilde, j'aime pas parler de Facebook, là, mais c'est ça quand même. Fanny Wilde, elle a commencé à faire sa lettre sur Facebook et il y a un très beau diagramme sur le phénomène de la violence latérale. C'est en anglais. Vous pouvez aller voir aussi, son statut est public. Mais elle explique pourquoi ça s'inscrit dans un cadre de colonisation, dans un cycle d'abus, qui a vraiment des racines qui sont profondes. Okay, donc, moi, je rajouterais, en tant que travailleuse sociale, qui travaille aussi sur qui a travaillé sur des programmes et des activités liées au pensionnat indien, cette violence-là, elle se manifestait aussi dans le cadre des pensionnats indiens. Par exemple, il y avait vraiment un système pour créer une certaine compétition, jalousie à l'intérieur des classes. Alors, il y avait des chouchous qui avaient des privilèges. Par contre, ces chouchous-là semblaient avoir des privilèges aux yeux des autres élèves, mais parfois étaient abusés sexuellement, étaient des chouchous aussi au niveau des abus, ce qui est vraiment très vrai. Okay. Donc, tu sais, si on veut ramasser ça rapidement, on pourrait dire que la violence latérale, c'est comme l'expression de la violence colonialiste, mais au niveau des gens qui sont opprimés entre eux autres. Oui, mais c'est de l'oppression intériorisée, mais c'est pas seulement de reproduire un processus de domination, mais c'est aussi d'expulser un sentiment d'injustice par la jalousie, par l'oppression, parce qu'on se sent opprimé et on voit l'autre et l'autre, on pense toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin. Donc, c'est pour ça un petit peu comme le principe du chouchou de classe. En fait, les gens ne savaient pas nécessairement que le chouchou de classe, c'est peut-être lui qui est le plus souvent abusé par le traître dans le pensionnat. C'est un petit peu aussi ce qui arrive, c'est que les gens vont juger très rapidement et ils vont pointer quelqu'un qui est en position de faire des actes ou des décisions qui vont influencer la communauté et ils vont pointer cette personne-là, vont tenter de vraiment désamorcer, d'enlever son pouvoir. Donc, c'est vraiment une question de je ne veux pas que tu réussisses, je ne veux pas de pouvoir, ça me fait peur, le changement me fait peur et aussi le pouvoir me fait peur, donc je ne veux pas que personne en aille ou que ce soit moi. Alors, c'est très, très, très profond. Mm-hmm. Donc, pour finir sur une note plus positive, l'abcès est crevé officiellement. Oui. Hein? Oui. C'est toujours positif. Tout à fait. Moi, j'ai répondu en message privé à Fanny Wilde. Je disais, ne découragez-vous pas. Vous êtes en équipe et ce que vous avez touché, en fait, c'est que vous êtes dans l'œil de la tempête. C'est un ressentiment qui est omniprésent. Vous êtes dans le nœud du trauma. C'est un trauma collectif à dénouer. Et c'est encore, on continue dans la guérison. Mm. Bon, Mira, je te remercie infiniment d'avoir pris de ton temps de souper en compagnie de tes enfants pour nous parler de ça. Et puis, c'est la dernière de Voix autochtone pour cette saison-ci. Peut-être nous reparlerons-nous à l'automne en ondes et très certainement dans les prochains jours hors d'ondes. Je vous souhaite un merveilleux été, Madame Bordelot. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, c'était Mira Fréchette, travailleuse sociale qui a de l'expérience pas mal en milieu autochtone et qui commentait sur le texte de Fanny Wilde là, qui traite de la violence latérale autochtone. Ça se répand comme une traînée de poudre sur les médias sociaux et puis c'est aussi sur ici Radio-Canada. On va vous le partager. Je pense que c'est déjà fait même. C'est déjà fait. Donc, allez voir ça sur notre page Voix autochtone. On va entendre de Sagui Ottawa la chanson Mamou, parce qu'on a beaucoup parlé des divisions que la violence latérale créait. Voilà, Mamou, ça veut dire ensemble, de Sagui Ottawa. Et tout de suite après, on va s'entretenir avec Éric Pouliot-Teasdale du 375e de Montréal.
terre une maison et que passent les saisons. Eukaski, Eukmiga, mi Bruno está aqui. Je marcherai la terre et je te partagerai. Elle sera sans frontières, comme un frère je t'aimerai. Et chacun, maman qui Banagunano, Banagunano. À chacun ses coutumes, à chacun ses chansons. Je te chanterai les miennes, j'écouterai tes passions. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Voix autochtone avec Véronique Audet et Marlène Bordelot. Et on a entendu de Sagui Ottawa la chanson Mamou. Ça faisait suite à la discussion qu'on a eue sur la violence latérale là, qui divise, hein, qui fait beaucoup de ravages. Puis, ben c'est ça, on parle beaucoup de l'importance là, d'être ensemble et non pas divisés. Dans un ordre d'idées similaire, parce que ça a trait au colonialisme, on parle aujourd'hui du 375e anniversaire de Montréal et on a appelé Éric Pouliot-Teasdale qui a quelques commentaires à nous faire à ce sujet. Bonsoir Éric, comment ça va? Bonsoir Marlène, ça va bien toi aussi? Ben oui. Donc, les fêtes du 375e de Montréal... j'imagine que ça donne pas le goût de fêter tant que ça à tout le monde, hein? Ah, pas tellement. En fait, via les archives, évidemment, dans mon cas, on voit que qu'est-ce que je peux vous dire sur l'historique de Montréal? Bon, archéologiquement parlant, on parle de données de carbone 14 qui va entre 2000 ans à 5000 ans environ. Et puis, on sait que, bon, les Mohawks qui étaient évidemment du sud au centre, approximativement. Et puis, c'était pas une sédentarité permanente, dans le sens que, oui, il y avait aussi des Algonquiens du côté nord
et des histoires de bouche à oreille aussi des familles Atikamekw qui venaient camper occasionnellement du côté nord de l'île aussi. OK. Alors donc, on peut dire que par séquence, il pouvait y avoir des accalmies, donc des quelques années où il y avait des bons échanges et de la bonne paix. Mm-hmm. Et puis ensuite, un conflit s'installait. Pendant 5 ans, peut-être qu'il y avait juste des Mohawks puis qu'il n'y avait plus d'Algonquiens et vice-versa. Mais on sait très bien que via les artefacts retrouvés, que oui, les Mohawks qui étaient bien installés au sud dans un semi-nomadisme, dans le sens que les campements n'étaient jamais installés pendant de longues périodes, parce que, bon, évidemment, vu que c'était pour de l'agriculture jusqu'à un certain point et de la pêche, pour que les sols soient riches tout le temps, ben, il fallait déménager occasionnellement. Ça qu'il y avait une rotation là, des territoires. C'est un système un peu similaire à laisser des terres en jachère. Oui, exactement. Okay. Oui, c'est ça. Et puis, ce qu'on sait de l'histoire après ça, suite aux missions et tout ça, la première mission des Jésuites, qui s'appelait Kentucky, entre 1667 et 1669, qui était dans la prairie entre Candiac puis Brossard. OK. Kanawake, puis Kanawakon. C'était deux appellations différentes entre 1676 et 1690 à peu près. C'était à l'ouverture de la rivière Saint-Jacques puis de la rivière Portage jusqu'à la prairie de la Madeleine, jusqu'à l'île Saint-Bernard à Châteauguay. OK. Puis officiellement, Kanawake a été créé par la suite, la mission officielle. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui est arrivé du côté des Deux-Montagnes? Ça, c'est une autre histoire. À Deux-Montagnes, les gens y étaient à la mission auparavant au nord de Montréal, ce qui s'appelait le saut aux récollets, la visitation du saut aux récollets. Bon, c'était des récollets. Oui, visiblement. Ben, en fait, pour mieux commencer encore, avant le saut aux récollets, c'était le séminaire Saint-Sulpice qui était situé sur la rue Sherbrooke, au 1931 rue Sherbrooke, qui est devenu le séminaire de Saint-Sulpice, le collège de Montréal. OK. C'était autrefois le domaine du Fort de la Montagne. Et puis, le domaine du Fort de la Montagne, on dit que il a été installé de 1663 jusqu'à 1854 par les messieurs Saint-Sulpice ou les Sulpiciens. OK, oui. Et puis, la mission pour les Mohawks a déménagé en 1721 à Deux-Montagnes. OK. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était une concession faite par le roi. Et puis, tout cet échange de correspondance-là a commencé. J'ai les dates ici pour rester dans les précisions. Le terrain fut accordé par l'intendant et le gouverneur général en 1717, à condition que la mission soit établie aux frais des religieux, pour qu'ils bâtissent une église puis un fort de pierre. Okay. Parce qu'ils s'attendaient à des attaques éventuelles de peut-être d'autres Mohawks du côté sud. Uh-huh. Mais finalement, l'idée du fort a été abandonnée. Et puis, l'objectif visé, vraiment, c'était la conversion de Mohawks, mais il y avait aussi 70% de Nipissing et d'Algonquiens qui étaient là quasi temporairement, parce que les Nipissing et Algonquiens, étant chasseurs, ils quittaient environ 6 mois par année. Oui. Aux alentours de Maniwaki, aujourd'hui. OK. Et puis, c'est quand ils ont créé les réserves en 1853, dans le Lower Canada, dans le Bas-Canada. Oui. Les Algonquiens et les Nipissing ont été situés dans le bout du lac Nipissing en Ontario. Puis les Algonquiens à Desert Island, qui est devenu Kitigan-Zibi. Mon Dieu, Desert Island, hein, c'est pas trop engageant. Non, effectivement.
Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, on sait que les Mohawks étant en conflit avec les Sulpiciens beaucoup, il y a eu un mouvement de protestation, donc une conversion vers le méthodisme vers 1871 à 1891 à peu près. OK. Et puis, quand les Algonquins se sont fait offrir la terre à Maniwaki, il n'y a pas vraiment eu de conflit. Oui, évidemment, il y en a qui voulaient conserver les terres près de Deux-Montagnes et tout ça, mais ça n'a pas vraiment créé de grands conflits. Oui, dans les correspondances et tout ça, on voit qu'il y a eu des litiges et tout ça, mais en gros, ça s'est tout de même relativement bien passé. Donc, c'est les Mohawks qui sont restés au lac des Deux-Montagnes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à Deux-Montagnes? L'acte de concession de Philippe Rigaud, marquis de Vaudreuil, et Michel Bégon concernant la fondation de la mission des Deux-Montagnes. C'est pas mal intéressant. Okay. Je vais vous la lire intégralement parce que c'est quand même intéressant. Alors, l'acte de concession de Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, et Michel Bégon, gouverneur et intendant de la Nouvelle-France, au séminaire ecclésiastique de Saint-Sulpice établi à Montréal avec un champ de 3 lieues et demie en avant, en direction de la grande baie du lac des Deux-Montagnes, en remontant le long du dit lac et du fleuve Saint-Laurent d'environ 3000 de profondeur, pour s'y installer à perpétuité par le dit séminaire ecclésiastique afin de déplacer la mission des sauvages à partir du Sault-Récollet dans l'île de Montréal, à laquelle ils sont responsables à condition qu'ils fassent à leurs frais toutes les dépenses nécessaires au changement de cette mission et qu'ils construisent également à leurs frais une église et un fort de pierre pour la sécurité des Indiens et la seigneurie. Mais qu'est-ce qui est mentionné? Il est mentionné que quand les sauvages abandonneront leur terre, celle-ci reviendra aussi au roi. Et puis, la même chose est arrivée à Kanawake. C'était une terre de la couronne un peu. C'est devenu une réserve Kanawake, mais Kanesatake n'est pas devenu une réserve, c'est resté une terre de la couronne. OK. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a, disons, 2 rangs où c'est juste Mohawk, puis là, tout d'un coup, il y a 2 maisons de Québécois, et ainsi de suite, donc c'est mal réparti, d'où un peu les complexités pendant la crise d'Oka, où les gens, tout le monde était comme un peu mélangés ensemble dans le conflit. Là. Oui. Alors, c'est ça. Fait que c'est une des grandes complexités de Montréal, quand on parle les origines et tout ça, il y a un peu un litige par rapport au fait que oui, c'était quelque peu algonquin au nord, étant donné que c'est des nomades, c'était jamais sédentaire, c'était jamais permanent. Mais les Mohawks, oui, campaient depuis très, 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 très longtemps, temps immémorial, dans le sud de Montréal, jusqu'au milieu de Montréal. Évidemment, on sait que le Mont-Royal, là, les gens cultivaient le maïs, là. Mais après les récoltes, ils quittaient vers la rive sud. Tu sais. C'est un fait su et toujours dans la tradition de bouche-oreille. Puis aux alentours de Montréal, les autres missions qu'il y avait, les missions, c'était en 1727, les Algonquiens. Ils étaient à la baie d'Urfé puis à l'île aux Tourtes, avec des Nipissings aussi dans le bout de Vaudreuil-Dorion. Il y avait quelques Hurons aussi, des Nipissings, des Renards, des Atikamekw, puis quelques autres qui... C'était les Nations Unies? Oui, la vallée du Saint-Laurent, c'était vraiment un lieu d'échange, d'où éventuellement l'alliance avec on en a déjà parlé un petit peu, je pense, les 7 nations. Oui, donc, tout à fait. C'était tout ceux de la vallée du Saint-Laurent qui étaient de semi-sédentaires à sédentaires. Les Atikamekw, c'est-à-dire les Hurons, les Abénaquis, puis les Mohawks, en grosse partie. Ben c'est ça, le Saint-Laurent qui était comme l'autoroute de l'époque. Oui, c'est ça, exact. C'est la voie d'échange, là. La voie d'échange principale, c'est un peu normal que tout le monde se rencontrait là, hein? Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fête pas 375e de Montréal, on pourrait fêter le 2 millième de Joe Jagger? Ben oui, et puis en plus, il y a un autre petit problème qui se présente
quand on parlait de la Grande Paix de Montréal, la Grande Paix de 1701... Ça, c'est intéressant. Vas-y. Oui, c'est pas mal intéressant parce que pendant le processus de la Grande Paix, le gouverneur général s'appelait Louis-Hector de Calière. Il pensait voir des négociations de libération des captifs des derniers conflits entre Anglais-Français puis les alliés autochtones, les conflits intertribales. Et puis, pour eux, c'était l'article le plus essentiel de la paix. Mais on sait qu'en 1666, le roi de France a fait 3 tentatives de paix avec les Iroquois, avec tous les Iroquois, incluant les Hurons. Et puis, étant donné que nous, on a, disons, les Mohawks et les Iroquois, on avait des relations beaucoup en Ontario puis aux États-Unis. Ça l'a pas satisfait le roi, fait qu'ils ont recommencé à attaquer les Mohawks. Aïe. Fait que les 3 grandes paix de 1666 ont été un échec complet. Oui. Et puis ensuite, c'est la dite grande paix de Montréal en 1701. Le but, c'était de calmer le jeu, là, avec tout le monde, puis que tout le monde relâche les esclaves. Donc, le 13 avril 1709, l'intendant Rodeau, curieusement, il y a eu la Grande Paix en 1701, puis en 1709, l'intendant Rodeau, il légalise l'esclavage, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une grosse contradiction, là. Une grosse contradiction. Mais c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé avec la Grande Paix? C'est que tout le monde devait rendre les esclaves. Toutefois, les captifs iroquois gardés chez les Ojibwés ont juste été libérés en 1708. Puis les Ojibwés se sont présentés à la Grande Paix puis ont refusé de libérer les esclaves Mohawks de Montréal. Oh, Seigneur! Fait que, et puis, ce qu'on sait, c'est que pendant, avant et après la Grande Paix, les organisateurs de la Grande Paix, les sujets de la couronne, les intendants et tout ça, possédaient des esclaves avant la Grande Paix, pendant la Grande Paix, puis après la Grande Paix. Ouh, OK. C'était plus un cirque. C'était plus un front, là. Ouais, c'est ça, un cirque, vraiment. Là. Exactement, parce que ça devait atténuer les divers conflits intertribaux, puis évidemment, pour allier tout le monde avec la couronne française, c'était le but du roi de France, et ainsi de suite. Donc, c'était un autre cirque organisé par le roi de France et le gouverneur pour prétendre une certaine paix, mais finalement, non. Tout le monde avait des captifs encore et tout ça. Donc, les relations, il n'y a absolument rien qui a changé. C'était éphémère. C'était une couverture à ce qu'on pourrait qualifier, disons. Est-ce que tu penses que les guillemets inventaient à cette époque-là, puis qu'il aurait pu écrire Grande Paix avec des guillemets? Oui, sans doute. C'est ça. Ouais. C'est ça, probablement qu'il n'y avait pas encore cet outil de cynisme-là. Exactement. Et puis, si on peut aller un petit peu plus dans les détails, là, disons, c'est les gens, les Ojibwés. Oui. Ils s'appelaient les Sacs ou les Sacs ou les Sauks, selon les différents écrits français. Okay. Ils devaient ramener les prisonniers iroquois des batailles. Mais selon les participants français, c'était un des articles les plus importants de cette grande paix-là. Okay. Et puis le chef des Outaouais, qui s'appelait Kiskakon, il explique que je ne veux pas échouer mon père, ayant appris que vous souhaitiez obtenir les esclaves iroquois, les prisonniers iroquois, et de les amener auprès de vous. Ici, en here are 4, en voici 4 que je vous présente. Okay. Donc, on voit ici ce grand chef Outaouais-là a disposé de 4 esclaves. Ça se passait comme ça. Les gens libéraient certains esclaves, mais c'était pas intégral du tout, là. Et là. Voilà, oui. L'histoire tortueuse. Oui, exactement. Bonjour, Éric. Bonjour. Je vous écoute attentivement. Excellent. J'ai une question, moi. On dit pas comment sont obtenus les prisonniers ou les esclaves. C'est qu'il y avait encore beaucoup de guerres intertribales, justement. C'est pour ça qu'on voulait faire la Grande Paix. Oui, exactement. C'est parce que c'était une époque, je veux dire, il y avait au sud, il y avait beaucoup de Hollandais, jusqu'à Fort-Orange, tu sais, c'était leur base, on pourrait dire, juste avant New York. Fait que
tout le monde un peu courtisait les Iroquois dans ce coin-là. Les Hollandais puis les Anglais beaucoup. Puis les Français, c'était un peu leur dernier recours, la Grande Paix, pour faire un peu comme la tentative qu'ils avaient faite précédemment en 1666. Puis l'offre, c'était d'offrir des terres pour pouvoir faire de l'agriculture puis de vivre paisiblement. Mais évidemment, toujours pour les profits de la couronne française. Hein? Fait que c'était toujours un sous-entendu, ça. Et puis, Hochelaga, là, le fameux village iroquoien que Jacques Cartier a rencontré à Montréal, c'est quoi ta connaissance ou ta version là, des faits où se sont retrouvés ensuite ces gens-là? Ben, c'est ça, ça reste un énorme mystère. C'est-à-dire que, comme on disait, il y avait des conflits intertribaux occasionnels. Est-ce qu'ils ont juste déménagé parce que le sol commençait à être en érosion, était moins fertile? Oui, on dit aussi comme à Stadacone, là, il y a eu comme une légère ère, pas glaciaire, là, mais un refroidissement qui faisait que le maïs n'était plus vraiment cultivable, quelque chose comme ça. C'est potentiellement, ça peut être, je veux dire, ça reste spéculatif, puis très vaste, les potentialités, hein. Un conflit intertribal, un mauvais climat, un simple déménagement, tu sais. Alors, ça peut être bien des choses. Puis, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'échanges entre les Hurons puis les Mohawks. Fait que ça reste un grand mystère. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce village-là? Et puis, on sait que, bon, Champlain, quand il est retourné là, il est passé faire un tour, puis il n'y en avait pas de village. Fait que ça coordonnait plus. Fait que ça reste une grande spéculation. Un peu comme qu'est-ce qu'ils ont érigé à l'Université McGill il n'y a pas si longtemps. Ça reste tout de même spéculatif que c'était dans le secteur de McGill, le village de Hochelaga. Donc, on reste un peu dans le néant à ce niveau-là. Oui, puis, j'ai lu un article dernièrement qui disait que c'est peut-être ils ont été affaiblis par la rencontre avec les Européens, qu'ils auraient été ensuite justement comme conquis ou faits prisonniers par d'autres nations, donc se seraient retrouvés dans différentes nations, dont chez les Hurons, là, qui seraient revenus par ici ensuite. ça reste théorique, évidemment. Oui. Puis en même temps, on sait que tous ceux qui se sont dirigés vers les missions après, c'était qu'il y avait tellement eu de maladies puis de guerres que c'était comme un dernier recours. Un refuge. C'était un refuge pour la survie, littéralement. Les gens ne savaient plus vraiment où donner de la tête avec toutes les maladies puis les décès. Fait que les gens, ils ont joint les missions avec toutes les offres qui leur étaient offerts en fait comme des charmes, des faux charmes. Fait, on peut dire que nos ancêtres étaient intrigués par les nouveaux établissements, ce qui les ont attirés là, puis avec les maladies puis tout ça, dans l'espoir d'être guéris puis d'être soignés par ces nouvelles pratiques-là, découvertes là, avec les Européens. T'sais. C'était un nouveau mode de vie, peut-être une chance à prendre. Puis ceux qui ont décidé de fonder l'émission avec eux, c'était vraiment un dernier recours. Oui, c'était vraiment dans ce sens-là. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, les Jésuites ont perdu la juridiction environ vers 1851-53, quand les réserves ont été toutes gérées par les affaires indiennes, le gouvernement fédéral. Donc, c'est là que c'était plus les sulpiciens qui géraient Kanawake, mais c'était le gouvernement à partir de 1851 à peu près. Dans ces secteurs-là. Parce qu'en 1957, il y a eu l'adoption de l'acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages dans cette province et pour amender les lois relatives aux sauvages. Ça, c'est en 1857, une loi de 23 mots. C'est l'ancêtre de la loi sur les Indiens. Oui, exactement. Puis ça, c'était pour ça débute le principe de l'émancipation légale. Ça encourageait les hommes autochtones à renoncer à leur statut, à leurs droits, pour s'intégrer dans la société canadienne, aller à l'université, et ainsi de suite. Alors, c'était vraiment... c'était comme la phase 1 de l'avant-pensionnat, tu sais. Ils ont fait plusieurs tentatives avant.
Après ça, en 1868, le Parlement fédéral adopte l'acte pourvoyant à l'organisation du département du secrétaire d'État du Canada ainsi qu'à l'administration des terres sauvages. C'était encore une fois une politique de protection, d'assimilation et de christianisation. Puis en 1876, la loi sur les Indiens est apparue. Fait que c'est un peu ça l'historique des juridictions qui nous ont amenés où est-ce qu'on est présentement. En tout cas, Éric, c'est pas mal tout le temps qu'on avait. Le temps file tout le temps tellement vite quand on jase, c'est épouvantable. Ça fait plaisir. Écoute, faut qu'on remette ça. On espère que l'émission va être... on prend une pause pour l'été. Ça fait quand même 13 ans qu'on roule. On espère que on va être de retour là à l'automne prochain, puis qu'on va pouvoir continuer de se jaser. Certainement, oui, ça serait bien agréable. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir levé le voile sur un autre pan de l'histoire tortueuse du colonialisme. Oui, ça m'a fait plaisir, malgré tout. Merci. Bonsoir, bye-bye. Bonsoir. Merci. Donc, c'était Éric Pouliot-Teasdale, qui est historien, archiviste et vraiment passionné de son sujet. On va rapidement écouter un petit segment de Liane Betsamusaki Simpson et on vous revient pour quelques petites infos et la conclusion. Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission.